Elle pensait que personne ne la regardait, mais son patron l'observait pendant qu'elle dansait. Un avocat millionnaire, froid et implacable, se croyait immunisé contre l'amour, jusqu'à ce qu'il surprenne sa jeune assistante en train de danser seule devant les caméras de sécurité. Entre des regards intenses, des secrets révélés et une attraction interdite qui menace sa réputation impeccable, naît une romance passionnée où le désir et le danger vont de pair. Pardon de vous interrompre, mais si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Soutenez cette chaîne pour nous aider à grandir et que la vie vous le rende au centuple. Merci et bonne vidéo. L'horloge marquait 22 heures quand Adrien Chevalier ferma le dernier dossier sur son bureau en acajou italien. Ses yeux, froids comme l'acier, parcoururent une dernière fois l'écran de son ordinateur, vérifiant chaque détail de la journée. À 38 ans, il était devenu l'avocat le plus redouté et respecté de tout Paris. Son cabinet, situé au 42e étage de la Tour Défense 2000, dominait l'horizon nocturne tel un royaume de verre et d'ambition. Adrien n'était pas seulement un avocat, c'était une machine de précision vêtue d'un costume Armani. Chaque mouvement était calculé, chaque mot mesuré, chaque décision exécutée avec la froideur d'un chirurgien. Dans les couloirs du palais de justice, les juges le respectaient autant qu'ils le craignaient. Les avocats de la partie adverse avaient des sueurs froides, rien qu'en entendant son nom. Et ses clients, des magnates de l'industrie aux politiciens influents, payaient des fortunes pour avoir Adrien Chevalier dans leur camp. Son Penthouse à Neuilly-sur-Seine était le reflet parfait de sa personnalité. Ligne droite, couleur neutre, technologie de pointe, et pas une seule photo personnelle. Tout y était automatisé. Des rideaux qui s'ouvraient à l'aube au système de sécurité qui surveillait chaque recoin de sa vie. Adrien avait conçu son existence comme un algorithme parfait, où il n'y avait pas de place pour le chaos, les émotions ou les surprises. Surtout, il n'y avait pas de place pour l'amour. L'amour, c'est pour les faibles, avait-il l'habitude de dire à ses associés lorsqu'il le voyait repousser les avances d'une cliente séduisante ou des socialites qui fréquentaient les événements mondains du golfe de Saint-Cloud. C'est une distraction coûteuse qui détruit des empires et ruine des carrières brillantes. Il avait vu trop d'hommes de pouvoir chuter à cause d'une femme, des politiciens perdant des élections pour des scandales amoureux, des chefs d'entreprise divisant leur fortune lors de divorces millionnaires, des confrères sacrifiant des dossiers importants pour plaire à leurs épouses. Non, Adrien avait appris la leçon sans avoir besoin de la vivre lui-même. Ce soir-là, comme tous les soirs des 10 dernières années, il se dirigea vers le panneau de contrôle de son appartement pour visionner les enregistrements de la journée. C'était son rituel sacré, sa façon de maintenir un contrôle absolu sur chaque aspect de son empire juridique. Les caméras de sécurité du cabinet n'étaient pas seulement là pour la protection. Elles étaient ses yeux omniscients, s'assurant que chaque employé, chaque client, chaque visiteur respectait ses standards d'excellence. Il se servit un verre d'Armagnac XO et s'installa dans son fauteuil en cuir noir, face à l'écran de 60 pouces qui divisait les images en multiples cadrans. Réception, couloir, salle de réunion, son propre bureau, tout était sous sa surveillance constante. « Voyons voir comment s'est passée la journée », murmura-t-il en prenant une gorgée du liquide ambré qui lui brûla la gorge avec familiarité. Les premières heures d'enregistrement se déroulèrent sans incident. Les employés arrivant à l'heure, les réunions se déroulant comme prévu, les clients étant servis avec l'efficacité qu'il exigeait. Adrien accéléra les images jusqu'aux dernières heures de la journée, lorsque la plupart du personnel était déjà parti. Mais quelque chose l'obligea à arrêter la lecture. Sur l'écran montrant la salle des archives, une silhouette féminine se déplaçait entre les étagères. C'était Chloé Dubois, sa nouvelle assistante de direction. Une jeune femme de 25 ans, originaire du 13e arrondissement, arrivée au cabinet il y a à peine 2 mois, avec un CV impeccable et d'excellentes recommandations. Pendant la journée, Chloé était l'incarnation du professionnalisme. Tailleur sobre, cheveux attachés, voix posée et une efficacité qui avait impressionné même Adrien. Mais ce qu'il voyait à l'écran était complètement différent. Chloé avait fini de ranger les dossiers et, se croyant absolument seule, s'était mise à danser. Adrien se pencha en avant, fronçant les sourcils. Il augmenta le volume de l'enregistrement et put entendre faiblement une chanson que Chloé fredonnait en bougeant ses hanches au rythme d'une mélodie qu'elle seule pouvait entendre. C'était « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, mais interprété avec une joie contagieuse qui transformait la mélancolique chanson d'amour en quelque chose de vibrant et plein de vie. La femme qui, pendant 8 heures par jour,
gardait une contenance parfaite, tournait maintenant entre les classeurs, utilisant un dossier comme un micro improvisé. Ses cheveux, normalement attachés en un chignon strict, s'étaient partiellement défaits et quelques ondulations rebelles encadrèrent son visage illuminé par un sourire sincère. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura Adrien, incapable de détacher ses yeux de l'écran. Chloé continua son petit concert privé, ignorant totalement qu'elle était observée. Elle chanta quelques vers de l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, mettant une telle passion dans son interprétation qu'Adrien sentit une chose étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Puis elle passa brusquement à « Les démons de minuit » du groupe Images, et ses mouvements devinrent plus désinhibés, plus libres. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Adrien Chevalier resta sans voix. La femme à l'écran n'était pas l'assistante efficace et mesurée qu'il connaissait. C'était quelqu'un de complètement différent, spontanée, pleine de vie, authentiquement heureuse. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa joie, quelque chose qui désarmait toutes les défenses qu'Adrien avait construites au fil des ans. Quand Chloé eut fini de chanter et commença à rassembler ses affaires pour partir, elle s'arrêta devant un des miroirs des archives. Elle se regarda un instant, comme si elle se souvenait soudainement où elle était, et son expression changea. La joie s'évanouit, remplacée par le masque de professionnalisme qu'elle portait pendant la journée. Elle lissa ses cheveux, ajusta son chemisier, et, avec un soupir presque imperceptible, sortit du cadre. L'enregistrement continua de montrer la salle vide, mais Adrien restait immobile, son verre d'Armagnac oublié à la main. Son esprit, toujours si ordonné et rationnel, était un chaos de pensées contradictoires. Depuis combien de temps Chloé faisait-elle cela? Était-ce seulement ce soir? Ou y avait-il d'autres moments de spontanéité qu'il avait manqué? Et plus important encore, pourquoi cela l'importait-il? Il se leva de son fauteuil et se dirigea vers la baie vitrée qui donnait sur la ville. Les lumières de Paris s'étendaient jusqu'à l'horizon comme une mer d'étoiles terrestres, mais pour la première fois depuis des années, Adrien ne trouva pas dans cette vue la satisfaction du contrôle et du pouvoir. Au lieu de cela, il se sentit vide. Il retourna à l'écran et rembobina l'enregistrement. Il regarda à nouveau Chloé danser, l'écouta à nouveau chanter, assista à nouveau à cette transformation magique de professionnel à femme libre. Et chaque fois qu'il le faisait, quelque chose en lui s'agitait, comme un animal endormi qui se réveille lentement. « C'est ridicule », se dit-il à voix haute, essayant de retrouver son calme habituel. « C'est juste une employée qui fait des bêtises après les heures de travail. » Mais les mots sonnaient creux, même pour lui. L'horloge marquait minuit quand il éteignit finalement le système. Cette nuit-là, Adrien Chevalier ne put dormir. Dans son esprit se répétait encore et encore l'image de Chloé Dubois dansant entre les archives, chantant comme si personne ne la regardait, étant complètement elle-même. Et pour la première fois en 38 ans d'une vie parfaitement contrôlée, Adrien se demanda ce que ce serait de se sentir aussi libre. Le lendemain, lorsque Chloé arriva ponctuellement à 8 heures du matin avec son calme professionnel habituel, Adrien l'observa avec de nouveaux yeux. Il remarqua des détails qu'il n'avait jamais vus auparavant. La façon dont elle mordillait légèrement sa lèvre inférieure quand elle se concentrait, comment ses yeux s'illuminaient à peine quand elle parlait de quelque chose qu'elle aimait, le rythme presque musical avec lequel elle tapait sur son clavier. « Bonjour, maître Chevalier », lui dit Chloé de sa voix professionnelle habituelle. « Vos rendez-vous d'aujourd'hui sont confirmés, et les documents du dossier Herrera sont prêts à être examinés. »« Bonjour, Chloé », répondit-il, et pour la première fois, il se permit de remarquer qu'il aimait le son de son nom sur ses lèvres. Le contrôle absolu qui avait défini sa vie pendant des décennies commença à montrer ses premières fissures. Et Adrien Chevalier, l'homme qui ne perdait jamais un procès, était sur le point d'affronter la bataille la plus difficile de sa vie, la bataille contre lui-même. Les jours suivants devinrent une torture exquise pour Adrien Chevalier. Pour la première fois en une décennie, les heures de la journée s'étiraient comme du miel épais, tandis qu'il attendait avec impatience le moment de visionner les enregistrements nocturnes. Il se disait que cela faisait partie de sa routine de sécurité, une pratique nécessaire pour garder le contrôle de son empire juridique. Mais au fond de son âme, il connaissait la vérité. Il cherchait Chloé. « C'est juste de la supervision », murmura-t-il un soir en se servant son Armagnac habituel, mentant effrontément à sa propre conscience. « Je dois m'assurer que tous les employés respectent les standards du cabinet. » Mais lorsque les enregistrements montraient Chloé organisant des documents tout en fredonnant la vie en rose, Adrien se penchait vers l'écran comme un adolescent
regardant son premier film romantique. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa façon de bouger lorsqu'elle se croyait seule, comme si une lumière intérieure l'illuminait. Le mercredi soir, Chloé arriva en retard aux archives. Adrien remarqua qu'elle semblait fatiguée, que ses épaules portaient un poids invisible. Mais quand elle commença à travailler, son rituel secret refit surface. Cette fois, elle chanta L'Aigle noir de Barbara, et sa voix, bien que douce, portait une mélancolie magnifique qui traversa l'écran pour atteindre directement le cœur d'Adrien. « Merde », murmura-t-il, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, de la vulnérabilité. Il observa, hypnotisé, Chloé danser lentement entre les classeurs, les yeux fermés, perdue dans la musique qu'elle seule pouvait entendre pleinement. C'était comme assister à un rituel sacré, un moment d'intimité volé qu'il n'avait pas le droit de voir, mais dont il ne pouvait détacher les yeux. Pendant la journée, Adrien commença à étudier Chloé avec la même intensité qu'il appliquait à ses dossiers les plus complexes. Il remarqua qu'elle tenait toujours son stylo de la main gauche, créant ses petits gribouillis élégants dans les marges de ses notes. Il découvrit qu'elle mordillait légèrement sa lèvre inférieure lorsqu'elle se concentrait, laissant une petite marque rosée qui disparaissait lorsqu'elle se détendait. Il observa que ses yeux s'illuminaient presque imperceptiblement lorsqu'elle parlait au téléphone avec des clients, en particulier avec les dames âgées, qu'elle traitait avec une patience et une chaleur qui contrastaient radicalement avec l'efficacité froide du reste du personnel. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» se demanda-t-il un matin en se rasant devant le miroir de sa salle de bain en marbre de Carrare. Son reflet lui renvoya le regard d'un homme confus, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. Le vendredi de cette semaine-là, Adrien reçut l'appel qu'il attendait inconsciemment. Pascal Sandoz, la directrice des ressources humaines, l'informa qu'il était temps de faire tourner Chloé selon le protocole établi. « Maître Chevalier, nous avons d'excellents candidats pour remplacer Mademoiselle Dubois. Il y a une jeune femme avec un master en droit des affaires de HEC qui serait parfaite pour votre pôle. » Adrien sentit une étrange pointe dans son estomac. « Remplacer Chloé? Pourquoi? » « Eh bien, c'est la procédure standard. Tous les 3 mois, nous faisons tourner les assistants pour qu'ils acquièrent de l'expérience dans différents domaines. Mademoiselle Dubois a terminé sa période avec vous. » Pendant un instant qui parut une éternité, Adrien ne répondit pas. Dans son esprit se bousculaient les images de Chloé chantant, dansant, étant authentiquement elle-même dans ces moments volés aux enregistrements nocturnes. L'idée de ne plus la voir, qu'un autre avocat du cabinet soit témoin de son professionnalisme et de son efficacité lui était inacceptable. « Non », dit-il finalement, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. « Chloé reste avec moi. »« Pardon, maître ?»« Elle reste. Je suis satisfait de son travail. Elle est efficace. » Le mot avait un goût de mensonge dans sa bouche, mais Pascal ne contesta pas la décision de l'associé principal. « Bien sûr, monsieur. Je le note dans son dossier. » Après avoir raccroché, Adrien resta immobile dans son fauteuil en cuir italien, analysant ce qu'il venait de faire. Il avait enfreint son propre protocole, il avait pris une décision basée sur quoi? Il n'osait pas donner un nom à cette sensation. Les jours suivants, il commença à chercher des prétextes pour interagir avec Chloé. Des relectures inutiles de documents qu'il délèguerait normalement, de petites réunions pour discuter de cas qu'il pourrait parfaitement gérer seul, des consultations sur l'organisation de son agenda que son ancienne assistante réglait sans le déranger. « Chloé, je veux que vous vérifiez ces contrats du dossier Herrera », lui dit-il un mardi après-midi, lui tendant des documents qu'il avait déjà relus 3 fois. « Bien sûr, maître. Y a-t-il un point particulier sur lequel je devrais me concentrer ?» Sa voix était toujours professionnelle, mais Adrien avait appris à détecter les subtiles variations. Aujourd'hui, elle semblait légèrement curieuse, comme si elle avait remarqué qu'il agissait différemment. « Juste, assurez-vous que tout est en ordre », répondit-il, conscient du flou de sa demande. Ce soir-là, en visionnant les enregistrements, il vit Chloé travailler sur les contrats qu'il lui avait donnés. Mais quand elle eut terminé, au lieu de partir immédiatement, elle resta un moment de plus dans le bureau. Elle se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le parvis de la Défense et resta à contempler les lumières de la ville. Adrien augmenta le volume, s'attendant à entendre une chanson, mais cette fois, Chloé ne chanta pas. Elle resta là, pensive, comme si quelque chose la préoccupait. Après quelques minutes, elle prit ses affaires et partit. Pour la première fois depuis le début de cette étrange obsession, Adrien se sentit inquiet. Chloé se doutait-elle de quelque chose? Ses prétextes pour interagir avec elle avaient-ils été trop évidents? Le mercredi matin, il décida d'être plus subtil. «
Quand Chloé arriva avec le café qu'elle lui préparait chaque matin, un café de torréfacteur qu'elle savait préparer exactement comme il l'aimait, Adrien s'autorisa quelque chose d'inhabituel. « Merci, Chloé. Au fait, excellent travail sur les contrats hier. » Elle s'arrêta sur le seuil surprise. Les compliments d'Adrien Chevalier étaient plus rares que les éclipses solaires. « Merci, maître. Je suis ravi de savoir que vous êtes satisfait. » Quand elle sourit, Adrien sentit quelque chose se dilater dans sa poitrine comme de l'eau tiède. C'était un sourire sincère, différent de celui professionnel qu'elle utilisait avec les clients. Pendant une seconde, il put voir la femme qui chantait dans les archives. « Oui », murmura-t-il alors qu'elle était déjà sortie, très satisfait. Cette nuit-là, Chloé chanta de nouveau. Cette fois, elle choisit « Non, je ne regrette rien » d'Édith Piaf. Et son interprétation fut si passionnée qu'Adrien en eut des frissons. C'était comme s'il avait découvert un trésor secret, une version de cette femme que personne d'autre ne connaissait. Tandis qu'il l'observait danser dans l'ombre des archives, Adrien Chevalier prit conscience d'une vérité terrifiante. Son armure de glace, soigneusement construite pendant des décennies, avait commencé à fondre. Et pour la première fois de sa vie, il n'était pas sûr de vouloir arrêter le processus. La salle de réunion principale du cabinet Chevalier & Associés avait une atmosphère si glaciale que même la climatisation semblait superflue. C'était un jeudi après-midi, lorsque les représentants de la corporation japonaise Yamamoto Industries arrivèrent ponctuellement pour la réunion qui devait définir l'un des contrats les plus lucratifs de l'année. Adrien avait préparé chaque détail avec sa méticulosité caractéristique, mais quelque chose dans l'ambiance lui disait que cette négociation ne serait pas simple. « Chloé, je veux que vous preniez des notes détaillées de tout ce qui sera discuté », lui avait-il dit ce matin-là, sans expliquer pourquoi il avait choisi son assistante personnelle plutôt qu'un de ses collaborateurs seniors pour cette tâche. La vérité était qu'il voulait l'avoir près de lui, même s'il refusait de l'admettre, y compris à lui-même. Les cadres japonais, menés par l'implacable monsieur Tanaka, étaient arrivés avec un objectif clair: renégocier les termes du contrat qui favorisait trop la partie française. Adrien, vêtu de son costume Armani gris anthracite, qui lui donnait une aura d'autorité incontestable, les accueillit avec la cordialité froide qui caractérisait ces négociations internationales. « Messieurs, bienvenue à Paris », dit-il dans un anglais impeccable, serrant les mains avec la précision d'un diplomate. « J'espère que nous pourrons parvenir à un accord mutuellement bénéfique. » Chloé s'assit discrètement dans un coin de la table, avec son bloc-notes et son stylo fétiche, celui-là même qu'Adrien avait remarqué qu'elle utilisait toujours de la main gauche. Elle portait un tailleur noir qui la rendait incroyablement professionnelle, mais Adrien ne put s'empêcher de se souvenir de son apparence la veille sur les enregistrements, chantant passionnément Piaf tout en rangeant des dossiers. La réunion commença de manière civilisée, mais se transforma bientôt en une bataille verbale. Les Japonais contestaient chaque clause, chaque terme, chaque pourcentage. Adrien répondait avec la froideur d'un iceberg, mais intérieurement, il commençait à bouillir de frustration. « Le pourcentage de participation que vous proposez est absolument inacceptable », déclara Tanaka en anglais, frappant doucement mais fermement la table. « Yamamoto Industries ne peut pas s'engager sur des termes aussi défavorables. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Tanaka, » répondit Adrien, sa voix plus froide que le marbre de Carrare. « Les termes ont été préalablement acceptés par vos propres conseillers juridiques. Je ne comprends pas cette soudaine réticence à honorer des engagements déjà établis. La tension dans la pièce était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Les assistants des deux parties s'agitaient sur leurs chaises, mais personne n'osait interrompre le duel verbal entre les deux titans. C'est alors que Chloé fit quelque chose de complètement inattendu. « Excusez-moi », dit-elle en anglais, sa voix claire mais respectueuse, « mais il me semble qu'il y a un malentendu sur la clause 15B. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Adrien sentit un instant de panique. Mais que faisait-elle? Mais quelque chose dans sa posture lui dit de lui faire confiance. « Un malentendu ?» demanda Tanaka, clairement surpris que la simple secrétaire ose prendre la parole. Chloé se leva avec élégance, sans montrer la moindre nervosité. « Oui, monsieur. J'ai examiné les documents en prenant des notes, et je pense que le désaccord ne porte pas sur les pourcentages, mais sur l'interprétation de ce qui constitue le revenu brut, par opposition au revenu net pour les besoins du calcul. » Adrien la regarda, complètement fasciné. Depuis qu'il connaissait Chloé, il ne l'avait jamais vue ainsi, sûre d'elle, intelligente, prenant le contrôle d'une situation qu'il avait même mise en difficulté, lui.
Continuez, dit Tanaka maintenant avec un intérêt sincère. Eh bien, Chloé se dirigea vers le tableau blanc et prit un marqueur. Si nous calculons sur la base du revenu net, comme Yamamoto semble l'interpréter, alors effectivement le pourcentage paraît excessif. Mais le contrat original spécifie clairement revenu brut avant déduction fiscale, ce qui change complètement les chiffres. Elle commença à écrire des chiffres sur le tableau avec une assurance qui laissa tout le monde bouche bée. Adrien resta paralysé, non seulement par la brillance de son observation, mais par la manière dont Chloé avait pris le contrôle de la salle. C'était comme voir une déesse guerrière émerger d'une assistante timide. Si nous appliquons cette interprétation correcte, poursuivit Chloé, vous verrez que les pourcentages sont non seulement justes, mais même généreux pour Yamamoto, compte tenu des risques de marché que la partie française assume. Tanaka échangea des regards avec ses associés. Ils parlèrent en japonais pendant quelques instants, puis il hocha lentement la tête. « Vous avez raison, mademoiselle. »« Dubois », répondit Chloé avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Dubois, votre analyse est correcte. Il semble que notre équipe juridique ait commis une erreur dans l'interprétation initiale. » Adrien sentit une vague de quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Une fierté sincère, mais pas pour lui-même, pour quelqu'un d'autre. Il regarda Chloé avec une expression qui frisait l'admiration pure, et pendant un instant, il oublia complètement qu'ils étaient dans une réunion formelle. « Excellente observation, Chloé, dit-il, et sa voix portait une chaleur qui surprit tout le monde dans la pièce, y compris lui-même. La réunion se conclut avec succès 30 minutes plus tard, Yamamoto Industries acceptant les termes originaux. Lorsque les Japonais partirent, la salle resta silencieuse. Les autres collaborateurs félicitèrent Chloé et se retirèrent, mais Adrien resta immobile, analysant ce qu'il venait de voir. « Chloé » l'appela-t-il alors qu'elle se dirigeait déjà vers la porte. « Pourriez-vous m'accompagner à mon bureau? J'aimerais vous parler. » C'était la première fois de sa carrière qu'il invitait une assistante pour un café privé dans son bureau. Le geste était si inhabituel que même Pascal Sandoz, qui passait dans le couloir, s'arrêta pour observer avec curiosité. Une fois dans son bureau, Adrien ferma la porte et se dirigea vers sa machine à café italienne, une Gaggia qui lui avait coûté plus que le salaire mensuel de la plupart de ses employés. « Un café » demanda-t-il, essayant de paraître décontracté mais ressentant une étrange nervosité qu'il n'avait pas connue depuis l'université. « Volontiers » répondit Chloé, s'asseyant sur l'une des chaises en face du bureau, mais gardant une posture défensive, comme si elle s'attendait à une réprimande. Adrien prépara 2 tasses en silence, conscient de chaque mouvement, de chaque son. Quand il lui tendit son café, leurs doigts s'effleurèrent brièvement, et il sentit une décharge électrique qui faillit lui faire renverser la boisson. « C'était une observation extraordinaire, » dit-il finalement, s'asseyant mais en gardant une certaine distance. « Où avez-vous appris à analyser des contrats comme ça ?» Chloé prit une gorgée de café et le regarda avec prudence. « Je suis des cours de droit le soir, maître, à la Sorbonne. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. » Le soir, Adrien se sentit étrangement coupable de ne pas l'avoir su plus tôt. « Pourquoi ne l'aviez-vous pas mentionné ?»« Eh bien, » Chloé haussa légèrement les épaules. « Je ne pensais pas que ce soit pertinent pour mon travail d'assistante. De plus, cet endroit a une ambiance si, si glaciale qu'on préfère parfois se taire pour ne pas finir congelé. » La phrase sortit de ses lèvres avant qu'elle ne puisse la retenir. Chloé se couvrit immédiatement la bouche, horrifiée d'avoir fait une blague sarcastique sur l'ambiance de travail devant le grand patron lui-même. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé, maître, je ne voulais pas. » Mais Adrien fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années dans sa vie professionnelle. Il rit. Ce n'était pas un rire poli ou diplomatique, mais un éclat de rire sincère, spontané, qui jaillit d'un endroit profond de son être qu'il avait gardé enfoui pendant des décennies. « Glacial » répéta-t-il entre 2 rires. « C'est vraiment l'impression que vous avez de mon bureau ?» Chloé le regarda avec surprise, comme si elle voyait un extraterrestre. Cet homme qui riait avec tant de liberté ne pouvait pas être le même patron froid et implacable qu'elle connaissait. « Eh bien, oui » admit-elle timidement, mais avec un sourire qui commençait à se dessiner sur ses lèvres. « Parfois, j'ai l'impression qu'il me faut une doudoune pour entrer ici. » Adrien rit encore plus fort et pour la première fois depuis des années, il se sentit authentiquement vivant. Quand il se calma enfin, ses yeux rencontrèrent ceux de Chloé et l'air entre eux changea complètement. C'était comme si quelque chose s'était déverrouillé, comme si une porte qui était restée fermée pendant des décennies s'était ouverte en grand. Le silence qui suivit n'était pas gênant, mais chargé d'électricité,
de possibilités, de quelque chose de nouveau et de dangereux qu'aucun des deux ne savait comment gérer. À cet instant, se regardant droit dans les yeux, Adrien Chevalier et Chloé Dubois surent que quelque chose avait changé de manière irréversible entre eux. Et tous deux surent qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. 3 semaines après l'incident dans la salle de réunion, Adrien se retrouva à faire quelque chose de complètement inhabituel pour lui. Debout devant le miroir de sa salle de bain, changeant de cravate pour la 3e fois, tout en répétant mentalement une conversation qui aurait dû être simple et directe. Le gala annuel du barreau de Paris était l'un des événements les plus prestigieux de l'année juridique. En tant qu'associé principal de l'un des cabinets les plus renommés du pays, Adrien y assistait toujours seul, campant son rôle de loup solitaire à succès. Mais cette fois, l'idée de passer une autre soirée à échanger des politesses vides avec des collègues tout en feignant d'apprécier des conversations superficielles lui était insupportable. Il voulait que Chloé l'accompagne. Le problème était de trouver une justification logique qui ne semblerait pas complètement absurde, ni pour elle ni pour lui-même. « Chloé », l'appela-t-il ce matin-là, essayant de paraître décontracté tout en consultant des documents qu'il n'avait pas besoin de consulter. « Pourriez-vous venir un instant ?» Elle entra avec son calme professionnel habituel, portant un dossier avec la correspondance du jour. Depuis leur conversation dans le bureau, Adrien avait remarqué qu'elle se montrait légèrement plus détendue en sa présence, bien qu'elle maintint toujours cette barrière invisible de formalité. « Dites-moi, maître, samedi, c'est le gala du barreau. J'ai besoin que vous m'accompagniez en tant que représentante du cabinet, » mentit-il effrontément, inventant un titre qui n'existait pas. Chloé haussa un sourcil, clairement surprise. Représentante du cabinet, ne serait-il pas plus approprié que ce soit l'un des associés juniors? Non, répondit-il un peu trop vite, puis il s'éclaircit la gorge. Je veux dire, j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse tous les dossiers en cours, quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Ce sera une longue soirée avec beaucoup de contacts importants et je préfère avoir ma meilleure assistante là-bas. L'expression de Chloé oscillait entre la suspicion et la curiosité. « Êtes-vous sûr que c'est approprié, maître? Je veux dire, c'est un événement très élégant. »« Bien sûr que c'est approprié, » l'interrompit-il, ressentant un étrange besoin de la rassurer. « Vous avez tout à fait votre place dans ces cercles, Chloé. Vous êtes plus intelligente que la moitié des avocats qui y seront. » Ses joues rosirent légèrement face à ce compliment inattendu. « Eh bien, si vous avez vraiment besoin de moi, j'accepte. » Le samedi soir, Adrien attendait dans le hall de l'hôtel Four Seasons George V au cœur de Paris lorsqu'il vit Chloé descendre du taxi. Pendant un instant, il oublia de respirer. Elle portait une robe noire aux lignes simples mais élégantes qui mettait en valeur sa silhouette sans être ostentatoire. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon strict, tombaient en douces ondulations sur ses épaules. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, plus assurée, comme si elle avait décidé de s'autoriser à être belle ce soir-là. « Suis-je très en retard ?» demanda-t-elle en s'approchant avec un sourire timide. « Non » répondit Adrien, lui offrant son bras avec une galanterie qui le surprit lui-même. « Vous êtes parfaite. » La cérémonie se déroula dans le grand salon de l'hôtel, décoré d'orchidées et de roses blanches, qui donnaient une touche d'élégance à l'atmosphère. Adrien présenta Chloé comme sa collaboratrice stratégique à ses confrères et aux juges, remarquant avec satisfaction comment plusieurs de ses contemporains la complimentaient pour son intelligence et son élégance. « Votre assistante est extraordinaire, Adrien », lui murmura le magistrat Rodriguez pendant le cocktail. « Je viens d'avoir une conversation fascinante avec elle sur la réforme judiciaire. Elle est très perspicace. » Adrien sentit une étrange pointe de fierté, comme si les réussites de Chloé étaient aussi les siennes. Il l'observa de loin, conversant avec animation avec l'épouse du bâtonnier sur la littérature française contemporaine, et se rendit compte qu'elle appartenait à ce monde autant que n'importe qui d'autre présent. Pendant le dîner, alors que les discours se succédaient, Adrien se surprit à observer davantage Chloé qu'à prêter attention aux cérémonies. La façon dont elle tenait sa coupe de vin blanc, comment elle souriait poliment aux blagues du juge assis à côté d'elle, la manière dont ses yeux s'illuminaient quand quelqu'un mentionnait un sujet qui l'intéressait vraiment. « Vous vous amusez ?» lui demanda-t-il à voix basse pendant l'un des discours les plus ennuyeux de la soirée. « Plus que ce que j'imaginais », admit-elle en se penchant légèrement vers lui pour murmurer. « Bien que je doive dire que certains de vos collègues racontent de terribles blagues. » Adrien dut couvrir sa bouche pour ne pas éclater de rire, s'attirant un regard réprobateur du magistrat qui dissertait sur l'importance de l'éthique judiciaire.
La soirée se termina vers 11 heures du soir. En sortant de l'hôtel, le boulevard périphérique était complètement congestionné à cause d'un accident. Le chauffeur d'Adrien les informa que le trajet prendrait au moins 1h30. « Je suis vraiment désolé », s'excusa Adrien alors qu'il s'installait sur la banquette arrière de la Mercedes. « Je ne m'attendais pas à cet embouteillage. »« Ne vous inquiétez pas », répondit Chloé, enlevant ses talons avec un soupir de soulagement. « Après être resté debout toute la soirée, c'est presque comme des vacances. » Adrien rit, observant comment elle massait discrètement ses pieds. « Ils vous ont fait très mal ?»« Un peu, mais ça en valait la peine. »« C'était une belle soirée, maître. Merci de m'avoir invité. » Dans l'intimité de la voiture, avec les lumières de la ville créant des motifs changeants sur les vitres, quelque chose changea dans l'atmosphère entre eux. La formalité de l'événement s'estompa, remplacée par quelque chose de plus chaleureux, de plus réel. « Adrien, dit-il soudainement. « Pardon ? Mon prénom est Adrien. Je pense qu'après ce soir, vous pouvez l'utiliser, du moins quand nous sommes seuls. » Chloé le regarda avec surprise. « Vous êtes sûr ? Je veux dire, au bureau. Au bureau, nous continuerons comme d'habitude. Mais ici, maintenant, nous sommes juste deux personnes qui discutent. » Le silence qui suivit ne fut pas gênant, mais pensif. Chloé hocha lentement la tête. « D'accord, Adrien. » Son nom sonnait différemment sur ses lèvres, plus intime, plus réel. Adrien sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. « Je peux vous poser une question ?» dit-il, se surprenant lui-même. « Bien sûr. Avez-vous toujours voulu faire du droit ?» Chloé regarda par la fenêtre, observant le flot de feux rouges des voitures à l'arrêt. « Pas toujours. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. J'avais ce fantasme d'être sur la scène de l'Opéra Garnier, de chanter pour des milliers de personnes. Qu'est-ce qui a changé ? La vie, répondit-elle avec un sourire mélancolique. Mon père est mort quand j'avais 16 ans. Il était menuisier, un homme bon qui n'a jamais pu défendre ses droits au travail, parce qu'il ne savait pas comment faire. Après sa mort, j'ai décidé que je voulais être la voix des gens comme lui. » Adrien l'observa, fasciné par cette nouvelle facette de sa personnalité. « Et la musique ? La musique, c'est mon évasion. Quand je chante, surtout quand personne ne me regarde, c'est comme si je pouvais être qui je suis vraiment, vous voyez. C'est ma façon de me rappeler que je suis toujours vivante, que je ne suis pas juste une machine à être efficace. » Ces mots frappèrent Adrien comme un coup de poing à l'estomac. Pendant des années, il avait été exactement cela. Une machine efficace, dépourvue d'émotions sincères. « Je n'ai jamais eu ça, » admit-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse les retenir. « Une évasion, je veux dire. »« Jamais ?» Adrien secoua la tête. « Mon père était associé d'un grand cabinet. D'aussi loin que je me souvienne, il m'a préparé à être parfait. Pas de musique, pas de jeu, pas de vie, je suppose. Juste les études, le protocole, l'image. J'ai toujours eu l'impression de porter une armure invisible, me protégeant mais m'isolant aussi de tout ce qui était réel. » Chloé l'écouta en silence, et pour la première fois de sa vie d'adulte, Adrien se permit d'être complètement honnête avec une autre personne. « Parfois, je me demande ce que je serais devenu si j'avais eu le courage de chanter quand personne ne me regardait, » murmura-t-il. Le trafic commença à bouger lentement, mais aucun des deux ne semblait pressé d'arriver à destination. Dans l'intimité de cette nuit, avec la ville s'étendant à l'infini autour d'eux, Adrien Chevalier avait trouvé quelque chose qu'il ne savait pas qu'il cherchait, quelqu'un qui le comprenait vraiment. Et pour la première fois en 38 ans, il se sentit vraiment vivant. L'orage avait commencé à 19 heures comme un murmure lointain, mais à 21 heures, il s'était transformé en une symphonie apocalyptique qui s'abattait sur la tour défense. Les éclairs illuminaient le ciel de Paris de flashs violents, et le vent faisait vibrer les baies vitrées du 42e étage comme des tambours de guerre. Adrien avait renvoyé le personnel chez lui plus tôt, mais lui et Chloé étaient restés pour finaliser la préparation d'un dossier complexe à présenter le lendemain. Il était plus de minuit quand tout devint noir. « Que s'est-il passé ?» demanda Chloé dans l'obscurité absolue, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement de la tempête. « Panne générale » répondit Adrien, cherchant son chemin à tâtons vers la fenêtre. Les lumières de secours s'étaient allumées automatiquement, baignant le bureau d'une lueur rougeâtre et fantomatique. Il semble qu'un éclair ait endommagé la sous-station électrique de la tour. Chloé essaya d'allumer son téléphone portable, mais l'écran resta noir. « Mon téléphone est mort, le vôtre fonctionne ?» Adrien vérifia son iPhone. Rien. Mort aussi. Ça doit être une surcharge électromagnétique. Les ascenseurs ne fonctionneront pas avant qu'ils ne rétablissent le système complet. Nous sommes coincés ici ? Jusqu'à l'aube au moins, confirma-t-il,
essayant de garder une voix calme bien que quelque chose de primitif s'agitait en lui à l'idée de passer toute la nuit seul avec Chloé. La climatisation s'était arrêtée avec tout le reste et l'atmosphère commençait à devenir chaude et lourde. Adrien enleva sa cravate et déboutonna les premiers boutons de sa chemise, un geste si intime et informel que Chloé sentit des papillons dans son estomac. « Vous avez faim ?» demanda-t-il, se dirigeant vers le petit mini-bar qu'il gardait dans son bureau. « J'ai quelques petites choses ici. »« Un peu ?» admit-elle, enlevant ses talons et massant ses pieds endoloris. Adrien sortit une bouteille d'eau pétillante, quelques fruits secs et des biscuits artisanaux qu'il avait achetés au marché des enfants rouges. C'était un dîner étrange pour deux personnes habituées aux restaurants de luxe, mais dans cette atmosphère intime et surréaliste, cela semblait parfait. Ils s'assirent par terre dans le bureau, utilisant des coussins du canapé comme dossier, partageant le repas improvisé tandis que les bougies de secours qu'Adrien avait trouvées dans son bureau créaient une ambiance presque romantique. « Je n'avais jamais vu votre bureau comme ça », commenta Chloé observant les ombres danser sur les murs. « Il a l'air plus humain. »« Plus humain ?» répéta Adrien avec un sourire. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Je ne sais pas. » Elle haussa les épaules, prenant une gorgée d'eau. Pendant la journée, avec toute la technologie, les lumières froides, les réunions formelles, on se sent comme dans un vaisseau spatial. Mais maintenant, avec les bougies, le silence, on dirait un endroit où vit vraiment une personne. Adrien l'étudia à la lueur dorée des bougies. Ses cheveux avaient perdu la formalité de la journée et tombaient en ondulations naturelles sur ses épaules. Sans maquillage et la garde baissée, elle paraissait plus jeune, plus vulnérable, plus réelle. « Je peux vous poser une question personnelle ?» dit-il soudainement. « Je suppose qu'après être coincé ici toute la nuit, le personnel est inévitable, » répondit-elle avec un sourire timide. « Pourquoi étudiez-vous vraiment le droit? Et ne me dites pas que c'est seulement pour votre père. » Chloé garda le silence un long moment, comme si elle décidait de ce qu'elle allait révéler. « Vous promettez de ne pas rire ?»« Promis. Quand j'étais petite, je vivais avec mes grands-parents à Nogent-sur-Marne, pendant que ma mère travaillait. Chaque dimanche, nous allions au marché, et il y avait ce chanteur de rue qui s'appelait Monsieur Aurélien. Il avait une voix incroyable, il jouait de la guitare et chantait des classiques de la chanson française qui vous brisaient le cœur. Sa voix s'adoucit au souvenir. Je restais là, complètement hypnotisé, rêvant qu'un jour je serais sur une grande scène, à chanter pour des milliers de personnes. Monsieur Aurélien me disait que j'avais l'étincelle, que ma voix pouvait toucher les cœurs. Qu'est-il arrivé à ce rêve? La vie, répondit-elle avec un sourire mélancolique. Quand j'ai eu 15 ans, ma mère est tombée malade, un cancer du pancréas. Nous avions besoin d'argent pour les traitements, pour les médicaments. Chanter dans les bars de la butte aux cailles n'allait pas payer les factures. Adrien sentit une boule se former dans sa gorge. Elle est morte quand j'avais 19 ans, mais avant de partir, elle m'a fait promettre quelque chose. De ne pas abandonner complètement mes rêves, de trouver un moyen d'utiliser ma voix pour aider les autres, même si ce n'était pas en chantant. D'où le droit, confirma-t-elle. Je me suis dit que je pourrais peut-être être la voix des gens qui ne savent pas comment se défendre, comme mon père, comme ma mère. Une autre façon de chanter, je suppose. Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Adrien la regarda avec un mélange d'admiration et de quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « Je n'ai jamais eu de rêve comme ça, » admit-il finalement. « Que voulez-vous dire? Je n'ai jamais eu la chance de rêver à quelque chose de beau, quelque chose qui nourrit l'âme. D'aussi loin que je me souvienne, ma vie a été un mode d'emploi. Étudie ça, comporte-toi comme ça, ne montre jamais de faiblesse, ne fais jamais entièrement confiance à personne. » Sa voix devint plus grave, plus vulnérable. « Surtout pas aux femmes. » Pourquoi surtout pas aux femmes? Adrien prit une gorgée d'eau comme s'il avait besoin de courage liquide pour continuer. Parce que j'ai appris très jeune que les femmes qui s'approchèrent de moi avaient des arrière-pensées. Mon nom, mon argent, mes relations, jamais moi en tant que personne. Vous n'êtes jamais vraiment tombé amoureux? Je croyais que si, une fois, à l'université, elle s'appelait Sophie Villeneuve, elle était la fille d'un diplomate. Intelligente, belle, apparemment différente de toutes les autres, son expression se durcit. Il s'est avéré qu'elle était fiancée au fils d'un industriel espagnol. Elle était juste avec moi pour que son vrai fiancé soit jaloux et se décide à l'épouser. Elle a réussi. Adrien, murmura Chloé, sa voix pleine de compassion. Depuis lors, j'ai décidé qu'il était plus sûr de maintenir les relations à un niveau superficiel. Des transactions claires,
Dîners élégants, événements mondains, sexe occasionnel, mais rien de réel, rien qui puisse être utilisé contre moi. La vulnérabilité dans sa voix était si crue, si honnête, que Chloé eut envie de pleurer pour lui. « Mais ça doit être si solitaire », murmura-t-elle. « Oui », admit-il, la regardant droit dans les yeux. « C'est foutrement solitaire. » L'air entre eux devint épais, chargé de quelque chose qu'aucun des deux ne savait nommer. Les bougies vacillèrent, créant des ombres qui dansaient sur leurs visages comme des caresses invisibles. « Chloé », murmura Adrien, et sa voix était rauque, différente. « Oui, vous êtes différente, vraiment différente. » Elle sentit son cœur s'accélérer. « Différente comment? Je ne sais pas. Vous êtes la première personne depuis des années qui me donne envie de plus que des transactions, plus que de la superficialité, plus que du contrôle. » Ils se rapprochèrent imperceptiblement, comme des aimants attirés par une force invisible. Adrien leva la main et effleura doucement la joue de Chloé du dos de ses doigts. Elle ferma les yeux au contact, se penchant légèrement vers sa caresse. « Adrien », murmura-t-elle son nom comme une prière. Il se pencha vers elle, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Il pouvait sentir sa respiration chaude et tremblante. Tout son corps lui criait de l'embrasser, de se perdre en elle, de s'autoriser pour une fois dans sa vie à ressentir quelque chose de réel. Mais au dernier moment, il s'arrêta. « Je ne peux pas », murmura-t-il, en s'éloignant brusquement. « Je ne peux pas faire ça. »« Quoi ?» Chloé ouvrit les yeux, confuse et blessée. « Vous travaillez pour moi. Ce n'est pas correct. Je ne sais pas comment bien faire les choses. » Il se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre, lui tournant le dos. Sa respiration était irrégulière, sa posture tendue comme celle d'un animal acculé. Chloé resta assise par terre, digérant le rejet. Ce n'était pas de la colère qu'elle ressentait, mais de la compréhension. Elle pouvait voir la peur dans chaque ligne de son corps, la terreur d'un homme qui avait construit des murailles si hautes qu'il ne savait plus comment sortir de sa propre prison. « Adrien », dit-elle doucement, « regardez-moi. » Il ne se retourna pas. « S'il vous plaît. » Lentement, il se tourna vers elle. Ses yeux étaient emplis de conflits, de désirs et de terreur à parts égales. « Vous n'avez pas à savoir comment bien faire les choses, » lui dit-elle avec un sourire triste. « Parfois, les meilleures choses de la vie ne viennent pas avec un mode d'emploi. » Quelque chose dans sa poitrine se brisa et se guérit en même temps. La barrière invisible qui existait entre eux depuis des mois avait été franchie, non pas avec un baiser, mais avec quelque chose de bien plus intime, la vérité. Quand le soleil se leva sur Paris, il trouva deux personnes qui avaient changé pour toujours en une seule nuit. Et bien qu'ils ne se soient pas touchés plus que cette caresse fugace, tous deux savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours qui suivirent la panne de courant apportèrent une énergie étrange au cabinet Chevalier & Associés. C'était comme si l'air lui-même avait changé de densité, chargé d'une électricité invisible que seuls Adrien et Chloé pouvaient ressentir pleinement, mais que d'autres commençaient à percevoir de manière plus subtile. La première à le remarquer fut Catherine Estrada, la responsable des ressources humaines, une femme de 52 ans avec des yeux de lynx pour détecter toute irrégularité dans la dynamique de travail. Depuis 25 ans qu'elle travaillait au cabinet, elle avait appris à lire les signes comme un météorologue lit les nuages. « Tu as remarqué quelque chose de bizarre entre Maître Chevalier et son assistante ?» lui murmura-t-elle à l'oreille à Pascal Sandoz, alors qu'elle prenait un café dans la salle de repos du 39e étage. « Bizarre comment ?» demanda Pascal, bien qu'elle ait déjà remarqué les regards plus longs, les conversations qui s'interrompaient brusquement quand quelqu'un entrait, la façon dont Chloé avait commencé à rougir légèrement chaque fois qu'Adrien lui parlait. « Je ne sais pas, différent. L'autre jour, je les ai vus discuter dans son bureau et elle riait. « Depuis quand as-tu vu quelqu'un rire dans le bureau du grand patron ?» La graine du soupçon fut plantée ce matin-là, et comme toutes les graines de ragot dans un environnement d'entreprise, elle grandit à une vitesse alarmante. Le mercredi, Romain Mercier, un stagiaire de 3e année aspirant à devenir collaborateur junior, avait ajouté sa propre observation venimeuse. « Je les ai vus sortir ensemble du Four Seasons George V la semaine dernière. Très proche, si vous voyez ce que je veux dire. L'information était techniquement vraie. Ils étaient sortis ensemble du gala du barreau, mais la manière dont Romain la présentait la teintait d'implications qui déformaient complètement la réalité. « Vraiment ?» demanda Monique Hébert, l'une des assistantes seniors, les yeux brillants d'une curiosité malveillante. Et que faisait-elle à un événement aussi chic? C'est exactement la bonne question.
murmura Catherine, prenant une gorgée de son café avec un sourire qui n'avait rien de doux. Le vendredi, les rumeurs avaient évolué et s'étaient multipliées comme des virus. On chuchotait dans les toilettes, dans des conversations interrompues quand Chloé passait à proximité, dans des regards significatifs échangés pendant les réunions. Il y a évidemment une raison pour laquelle il la garde comme assistante personnelle, commenta Sandrine Laurent, une avocate junior qui attendait depuis 2 ans une promotion qui n'arrivait jamais. Avec toutes les candidates plus qualifiées qui ont postulé pour ce poste, elle doit avoir des talents très spéciaux, ajouta Romain, avec un sourire qui donnait la nausée à Chloé chaque fois qu'elle le croisait. Chloé commença à sentir le poids des regards comme des pierres sur son dos. Les salutations devinrent plus froides, les conversations cessaient quand elle approchait, et il y avait une tension palpable chaque fois qu'elle entrait dans une pièce où d'autres employés étaient réunis. Au début, elle essaya de l'ignorer, se convainquant que c'était son imagination, le produit de la vulnérabilité émotionnelle qu'elle avait partagée avec Adrien cette nuit-là. Mais lorsque Monique Hébert lui demanda avec une fausse innocence si le patron la traitait bien lors de leur réunion privée, Chloé sut que les rumeurs avaient franchi une ligne dangereuse. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva le lundi suivant, lorsque Catherine Estrada la convoqua dans son bureau pour une conversation informelle sur son développement professionnel. « Chloé, ma chère, » commença Catherine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « j'ai observé tes progrès au sein du cabinet et j'ai quelques préoccupations. »« Des préoccupations concernant mon travail ?» demanda Chloé, gardant son sang-froid bien que son cœur s'accélérât. « Pas exactement sur ton travail technique, plutôt sur ton positionnement professionnel. Tu sais, dans un environnement comme celui-ci, les apparences sont très importantes. Et dernièrement, certaines personnes ont commenté que ta relation avec Maître Chevalier pourrait être mal interprétée. » Les mots tombèrent comme des coups de marteau sur la tête de Chloé. Mal interprété comment? Eh bien, le fait que tu aies assisté à des événements mondains exclusifs, que tu passes tant de temps en réunion privée dans son bureau, que tu aies apparemment des privilèges que d'autres assistantes n'ont pas, tout cela pourrait donner une mauvaise impression. Catherine se pencha en avant, avec une expression de fausse sollicitude maternelle. « Je te dis seulement cela parce que je m'inquiète pour toi, ma chère. Dans ce milieu juridique, la réputation est tout. Et les rumeurs, une fois qu'elles commencent, » Chloé sortit de ce bureau avec l'impression d'avoir été heurtée par un bus. Les mots de Catherine résonnaient dans sa tête comme un glas, mal interprété, mauvaise impression, rumeur. Cet après-midi-là, quand Adrien l'appela dans son bureau pour examiner des contrats, Chloé entra avec une raideur qu'il remarqua immédiatement. « Tout va bien ?» demanda-t-il, étudiant son expression tendue. « Maître » commença-t-elle, et le retour au formalisme fut comme une gifle pour lui. « Nous devons parler de ce qui se passe. » « Que voulez-vous dire? Les rumeurs. Les gens parlent de nous. De ça, fit-elle un geste vague entre eux deux. Adrien sentit un froid s'installer dans son estomac. Quel genre de rumeurs? Le genre qui ruine des carrières, répondit-elle avec une amertume qu'il n'avait jamais entendue dans sa voix. Catherine Estrada vient essentiellement de me dire que les gens pensent que ma position ici est plus liée à mes charmes personnels qu'à ma compétence professionnelle. Le visage d'Adrien se durcit comme du granit. C'est ridicule. Votre travail est impeccable. Vraiment? Parce que de mon point de vue, j'ai l'impression d'être ici parce que le patron m'emmène à des événements chics et m'invite à prendre un café dans son bureau. Comment cela est-il perçu de l'extérieur, Adrien? La façon dont elle prononça son prénom, chargé de frustration et de douleur, lui brisa le cœur. Chloé? Non, l'interrompit-elle en levant la main. J'ai besoin de savoir ce qui se passe ici. Que sommes-nous? Qu'est-ce que c'est? Parce que je ne sais plus si je suis votre assistante, votre... Quoi? Adrien la regarda, et dans ses yeux, il vit toute la peur qu'il avait essayé de refouler depuis cette nuit de la panne de courant. La vérité était qu'il ne savait pas non plus ce qu'ils étaient, ce qui se passait entre eux, et cette incertitude le terrifiait. « pense, dit-il lentement, choisissant chaque mot comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser, que nous devrions peut-être maintenir une certaine distance professionnelle pendant un certain temps. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Chloé le regarda comme s'il l'avait giflé. Une distance professionnelle. Oui, jusqu'à ce que les choses se calment, jusqu'à ce que les rumeurs cessent. « Je vois, » murmura-t-elle. Et quelque chose dans sa voix était devenu dangereusement calme. « Alors, vous me punissez pour les commérages des autres? Ce n'est pas une punition, c'est... C'est quoi? Une protection? De qui, Adrien? De
Ou de toi? La question le transperça comme une flèche, parce qu'elle avait raison. Il n'essayait pas de la protéger, elle. Il se protégeait lui-même du chaos émotionnel qu'elle représentait, de la vulnérabilité qu'il avait montrée cette nuit-là, de la terreur de ne pas savoir comment gérer ce qu'il ressentait pour elle. « C'est mieux pour nous deux », dit-il, revenant automatiquement à son ton professionnel et froid, l'armure familière se remettant en place. Chloé hocha lentement la tête, mais ses yeux étaient devenus de glace. « Très bien, maître chevalier. » Distance professionnelle. La façon dont elle retourna au formalisme, prononçant son nom de famille comme si c'était un gros mot, fut plus douloureuse que n'importe quel cri. Les jours suivants furent une lente torture. Adrien retourna à sa froideur habituelle, traitant Chloé avec la même courtoisie distante qu'il utilisait avec tous ses employés. Elle répondit de la même manière, devenant un modèle d'efficacité robotique. « Bonjour, maître chevalier. »« Bonjour, mademoiselle Dubois. Vos rendez-vous de la journée sont confirmés. Merci. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? »« Non, vous pouvez disposer. » Chaque échange était comme marcher sur du verre brisé. Tous deux maintenaient une contenance parfaite pendant la journée, mais les nuits étaient différentes. Adrien retourna à ses enregistrements de manière obsessionnelle, mais maintenant Chloé ne chantait plus jamais. Elle arrivait, faisait son travail avec une efficacité mécanique, et partait sans montrer le moindre soupçon de la spontanéité qui l'avait autrefois captivée. Le bureau devint un champ de mines émotionnelles. D'autres employés remarquèrent la tension, ce qui ne fit qu'alimenter davantage de rumeurs. Certains pensaient qu'ils avaient eu une dispute d'amants. D'autres spéculaient qu'Adrien avait mis fin à une liaison. La vérité était beaucoup plus simple et plus complexe. Deux personnes qui avaient trouvé quelque chose de réel s'étaient laissées effrayer par la peur et les voix des autres, construisant entre elles un mur de verre invisible mais incassable. Un mur qui les protégeait mais qui les tuait aussi lentement de l'intérieur. Le mardi matin, Adrien arriva au bureau avec sa routine habituelle. Café noir, vérification des emails, agenda du jour. Il était 8h15 quand Pascal Sandoz fit irruption dans son bureau sans frapper, chose qu'en 10 ans de service, elle n'avait jamais faite. « Maître », dit-elle, le visage pâle comme une feuille de papier, tenant sa tablette de main tremblante. « Vous devez voir ça, maintenant. » Adrien leva les yeux des documents qu'il examinait, fronçant les sourcils face à l'interruption. « Pascal, vous savez que je n'aime pas que... »« S'il vous plaît », l'interrompit-elle, ce qui était également tout à fait inhabituel. « Regardez. » Elle lui tendit la tablette et Adrien sentit le monde s'arrêter. Sur l'écran, le site web « Les Échos du Palais », un blog à potins particulièrement venimeux spécialisé dans le monde juridique parisien, affichait une photo de lui et de Chloé sortant du Four Seasons Georges V. Ils avaient tous deux l'air élégant, lui offrant galamment son bras, elle lui souriant. Une image qui, sortie de son contexte, paraissait intime, personnelle, romantique. Le titre criait en lettres rouges « Romance secrète », l'avocat millionnaire Adrien Chevalier et son assistante particulière. Avec des mains qui tremblaient imperceptiblement, Adrien lut l'article. Des sources proches du prestigieux cabinet Chevalier & Associés confirment que le célibataire le plus convoité du barreau de Paris a été pris au piège. Par sa propre employée. Les photos exclusives des Échos du Palais montrent Maître Adrien Chevalier, 38 ans, sortant d'un dîner romantique avec Chloé Dubois, 25 ans, qui figure officiellement comme son assistante de direction. L'article continuait avec des spéculations malveillantes sur la façon dont une simple secrétaire du 13e arrondissement avait réussi à séduire l'un des avocats les plus puissants de France. Les implications étaient nauséabondes, mais les commentaires des lecteurs étaient encore pires. C'est le conte de fées classique de l'ambitieuse qui grimpe en utilisant ses jambes plutôt que son cerveau. Pauvre homme, il ne se rend sûrement même pas compte qu'elle se sert de lui. Qu'est-ce que cette sainte Nitoucha que nous n'avons pas? Une profiteuse typique. Je parie qu'elle ne sait même pas écrire correctement. Adrien sentit une fureur si pure, si violente, que pendant un instant il vit tout en rouge. Il se leva si brusquement que son fauteuil en cuir percuta le mur. « Comment diable ont-ils eu ces photos ?» rugit-il. « Je ne sais pas, maître, mais il a déjà plus de 50 000 vues et circule sur tous les réseaux sociaux du secteur juridique. » Où est Chloé? Le sait-elle déjà? Pascal baissa les yeux. Elle est enfermée dans les toilettes des femmes depuis 20 minutes. Catherine dit qu'elle pleure. Adrien sortit de son bureau comme un ouragan, ignorant les regards de tous les employés qui avaient manifestement déjà vu l'article.
Le couloir menant aux toilettes des femmes lui parut une éternité, et quand il arriva, il put entendre le son étouffé de sanglots derrière la porte fermée. Il frappa doucement. « Chloé, c'est moi. » Les pleurs cessèrent brusquement. « Va-t'en, » dit sa voix, rauque à cause des larmes. « Chloé, s'il te plaît, on peut arranger ça. » Arranger quoi? Ma réputation détruite? Le fait que tout le monde juridique de Paris me voit maintenant comme une prostituée de luxe? Ces mots le frappèrent comme des gifles. Ne dis pas ça. Tu n'es pas... Je ne suis pas quoi, Adrien? D'après Internet, je suis exactement ça. Une arriviste, une profiteuse, une femme qui utilise son corps pour obtenir un travail. La porte s'ouvrit soudainement, et Chloé sortit, les yeux gonflés, le maquillage coulé, mais avec une détermination de fer sur le visage qu'il n'avait jamais vue. « Chloé, non !» le coupa-t-elle, marchant droit vers l'ascenseur. « C'est fini. Plus jamais. » Il la suivit, conscient que tous les employés de l'étage les observaient comme s'ils étaient dans une émission de télé-réalité. « Où vas-tu ?»« Faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Elle arriva à son bureau, ouvrit le tiroir inférieur et sortit une feuille de papier à en-tête. Avec des mouvements précis et furieux, elle rédigea sa lettre de démission en moins de 2 minutes. « Chloé, ne fais pas ça. » Elle finit d'écrire, signa d'un trait décidé et lui tendit le papier. « Par la présente, je démissionne avec effet immédiat de mon poste d'assistante de direction du cabinet Chevalier & Associés. Motif, différends irréconciliables avec la direction. » Différends irréconciliables? C'est la faute de maudit commerce sans vie. Non, dit-elle avec un calme plus effrayant que n'importe quel cri. C'est de notre faute, la tienne et la mienne, pour avoir été des lâches, pour avoir laissé les autres définir ce que nous sommes, au lieu d'avoir le courage de le définir nous-mêmes. Elle commença à emballer ses effets personnels dans une boîte en carton, une petite plante, quelques photos de famille, un dictionnaire juridique qu'elle avait acheté avec son premier salaire. « Donne-moi une semaine », la supplia Adrien. « Je peux engager les meilleurs spécialistes en relations publiques du pays. Nous pouvons tout démentir, nous pouvons quoi? Mentir davantage? Prétendre que nous ne ressentons pas ce que nous ressentons? Continuer à jouer au patron et à l'employé alors que nous savons tous les deux que nous avons cessé de l'être il y a des mois? » Ces paroles résonnèrent comme des vérités inconfortables dans l'air tendu du bureau. « Chloé, s'il te plaît. » Elle ferma la boîte, mit son sac sur son épaule et le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis des semaines. « Adrien, pendant des mois, je t'ai observé être l'homme le plus courageux de tous les tribunaux de cette ville. Je t'ai vu défendre des causes impossibles, affronter des adversaires 2 fois plus grands que toi, gagner des procès que d'autres considéraient comme perdus. Mais quand il s'est agi de nous défendre, quand il s'est agi de se battre pour quelque chose de réel, tu as été un lâche. » Chaque mot fut comme un couteau dans sa poitrine. Et le pire, c'est que je l'ai été aussi. Elle se dirigea vers l'ascenseur, mais avant d'entrer, elle se retourna une dernière fois. « Au fait, dit-elle avec un sourire amer, cet article a raison sur un point. Oui, je suis ambitieuse. Ambitieuse d'être appréciée pour mon esprit, pas pour mon corps. Ambitieuse de travailler là où mon intelligence est respectée, pas chuchotée comme un ragot de toilette. Et ambitieuse d'être avec quelqu'un qui a le courage d'être fier de moi publiquement, pas de me cacher comme un secret honteux. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent, emportant Chloé Dubois et laissant Adrien Chevalier dans le pire silence de sa vie. Les jours suivants furent un enfer bureaucratique et émotionnel. Adrien engagea 3 agences de relations publiques différentes, menaça de poursuites en diffamation et paya même une fortune pour que les Échos du Palais retirent l'article. Mais le mal était fait. La rumeur avait pris vie, circulant sur WhatsApp, LinkedIn et dans les conversations de café de tous les cabinets de la ville. Mais la véritable crise n'était pas médiatique. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Adrien Chevalier découvrit ce que signifiait perdre quelque chose d'essentiel. Le cabinet fonctionnait parfaitement. Il avait 3 assistantes temporaires qui géraient son agenda avec une efficacité robotique. Les procès continuaient d'être gagnés. Les clients continuaient de payer, les chiffres restaient excellents. Mais lui avait cessé de fonctionner. Chaque matin, il se réveillait en attendant d'entendre la voix de Chloé dire « Bonjour, maître Chevalier ». Chaque après-midi, il espérait la voir ranger les archives en chantonnant. Chaque nuit, il visionnait les enregistrements de sécurité. Mais maintenant, les bureaux n'étaient remplis que d'employés qui faisaient leur travail et partaient sans musique, sans vie, sans âme. Son contrôle parfait, son système impeccable, sa vie méticuleusement organisée, tout continuait de fonctionner comme une horloge suisse. Et pour la première fois,
Adrien comprit que le problème n'était peut-être pas que sa vie était hors de contrôle. Le problème était qu'elle était trop contrôlée. Et qu'il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment par peur de perdre le contrôle. 3 mois après sa démission, Chloé Dubois se tenait devant le miroir embué des toilettes du Coin Bohème, un petit bar du quartier d'Oberkampf où elle chantait 3 soirs par semaine. Son reflet lui renvoyait le regard d'une femme qui avait vieilli de plusieurs années en quelques semaines seulement. Ce n'était pas les rides autour de ses yeux qui la préoccupaient, mais l'absence de lumière en eux. « Chloé, dans 5 minutes !» cria Rémi, le propriétaire du bar, de l'autre côté de la porte. « J'arrive !» répondit-elle, appliquant un peu plus de mascara pour cacher les cernes que le maquillage ne pouvait plus dissimuler complètement. Sa nouvelle routine était simple et épuisante à la fois. Lundi, mercredi et vendredi, elle chantait au Coin Bohème pour 80 € par soir. Le mardi, elle travaillait à mi-temps pour un comptable du 19e arrondissement, organisant des factures pour 50 € la journée. Le jeudi, elle effectuait des tâches administratives pour une petite ONG de défense des droits du travail. Et les week-ends, elle donnait des cours d'anglais à des enfants dans un centre social. C'était exactement la vie qu'elle avait eue avant d'entrer au cabinet Chevalier & Associés. La différence, c'est que maintenant elle savait ce que c'était que de voler, et marcher était devenu insupportable. Elle sortit des toilettes et se dirigea vers la petite scène où l'attendait déjà Jacques, un guitariste de 60 ans qui jouait dans des bars comme celui-ci depuis 40 ans. C'était un homme sage qui avait appris à lire les cœurs brisés dans les voix des chanteuses qui l'accompagnaient. « Prête, ma petite ?» demanda-t-il en accordant les cordes de sa guitare acoustique. « Toujours », mentit-elle, prenant le micro avec des mains qui ne tremblaient plus comme les premières nuits. Le public était celui de d'habitude. Des étudiants qui dépensaient leurs derniers euros pour une bière, des couples d'âge moyen se souvenant du temps où ils avaient aussi des rêves, et quelques solitaires cherchant dans la musique ce qu'ils ne trouvaient pas chez eux. Chloé commença par « Ne me quitte pas », mais sa version avait changé. Ce n'était plus l'interprétation joyeuse et vibrante qu'elle faisait dans les archives du cabinet. Maintenant, elle était déchirante, réelle, comme si chaque note sortait d'une blessure ouverte. Quand elle termina son set 1 heure plus tard, un homme plus âgé s'approcha pour la féliciter. « Vous chantez avec beaucoup de sentiments, mademoiselle », lui dit-il sincèrement. « On sent que vous avez vécu ce que vous chantez. »« C'est un merci », répondit-elle, et le sourire qu'elle lui rendit fut le premier sincère depuis des mois. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, au 42e étage de la Tour Défense, Adrien Chevalier examinait pour la 5e fois les mêmes documents qu'il avait lus le matin même. Il était 23h30 et il était le seul à rester dans tout l'immeuble, à part le personnel de sécurité. Sa nouvelle assistante, Marine Solier, était impeccablement efficace. Diplômée en droit de l'université Panthéon-Assas, avec un master en droit des sociétés et une expérience préalable dans 2 grands cabinets. Elle parlait 3 langues, gérait l'agenda avec une précision militaire et ne commettait jamais d'erreur. Elle était aussi complètement invisible. Adrien pouvait passer des jours entiers sans se souvenir de son visage. Marine arrivait à 8 heures précises, exécutait ses tâches avec la précision d'une horloge suisse et partait exactement à 18 heures. Elle ne chantait jamais, ne riait jamais, ne montrait jamais le moindre soupçon de personnalité qui transcendait le cadre strictement professionnel. C'était exactement ce qu'il avait cru vouloir pendant des années, et c'était complètement insupportable. Cette nuit-là, comme toutes les nuits des 3 derniers mois, Adrien se dirigea vers le panneau de contrôle pour visionner les enregistrements de la journée. C'était un rituel qu'il avait maintenu religieusement pendant une décennie, mais qui était maintenant devenu une forme sophistiquée d'autotorture. Il accéléra les images jusqu'aux dernières heures de la journée, lorsque la plupart du personnel était déjà parti. Sur l'écran montrant la salle des archives, Marine organisait des documents avec une efficacité robotique. Pas de musique, pas de spontanéité, pas de vie. « Parfait », murmura-t-il sarcastiquement en prenant une gorgée de son armagnac. Mais la perfection était devenue sa propre prison. Son cabinet restait le plus prospère de Paris, ses clients continuaient de payer des honoraires millionnaires et sa réputation restait intacte. Les rumeurs sur Chloé s'étaient progressivement dissipées, remplacées par des ragots plus frais sur d'autres cadres et leurs scandales. Tout était revenu à la normale, tout était sous contrôle. Et pour la première fois de sa vie, Adrien haïssait son contrôle. Il se leva de son fauteuil et se dirigea vers la baie vitrée qui donnait sur la ville. Les lumières de Paris s'étendaient jusqu'à l'horizon, mais il ne trouvait plus de satisfaction dans cette vue. Quelque part parmi ces milliers de lumières se trouvait Chloé.
vivant, travaillant, chantant, étant elle-même sans les restrictions qu'il avait imposées par sa lâcheté. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» se demanda-t-il à voix haute, et son reflet dans la vitre lui renvoya le regard d'un homme qui avait tout et se sentait complètement vide. 14 semaines exactement s'étaient écoulées depuis la démission de Chloé. Adrien le savait parce qu'il avait compté chaque jour, chaque heure, chaque nuit sans l'entendre chanter. Il avait engagé 3 agences de détectives privées pour la localiser, non pas avec l'intention de la harceler, mais simplement pour savoir qu'elle allait bien. Il l'avait trouvée, bien sûr. Il savait où elle vivait, un petit appartement dans le sud de Paris, où elle chantait 3 bars différents, et comment elle gagnait sa vie, plusieurs petits boulots qui lui permettaient à peine de payer son loyer. Il savait aussi qu'elle avait perdu du poids, que son sourire n'était plus le même, et que quelque chose de fondamental en elle s'était éteint, et il savait qu'il en était responsable. Le pire n'était pas la culpabilité, bien que celle-ci le rongeât comme de l'acide. Le pire était la prise de conscience progressive qu'il avait passé 38 ans de sa vie à construire quelque chose qui semblait complètement creux sans elle. Son succès, son argent, son pouvoir, son contrôle parfait, tout cela n'était que des décorations dans une vie fondamentalement vide. « Monsieur », la voix de Raoul, le chef de la sécurité de nuit, l'interrompit via l'interphone. « Vous comptez rester toute la nuit ? Parce que je dois fermer le bâtiment principal. » Adrien regarda sa montre. Il était 1h du matin. « Non, Raoul, je m'en vais. » Mais il resta là encore 20 minutes, observant la ville, se demandant si Chloé était éveillée quelque part, si elle pensait à lui, si elle le haïssait autant qu'il se haïssait lui-même. Quand il arriva enfin à son penthouse de Neuilly-sur-Seine, l'appartement automatisé l'accueillit avec son efficacité habituelle. Les lumières s'allumèrent progressivement, la température s'ajusta à ses préférences, et le système audio commença à jouer la playlist de jazz instrumental qu'il avait programmée des années auparavant. Mais pour la première fois en une décennie, Adrien coupa la musique. Le silence valait mieux que le jazz. Au moins, le silence était honnête. Il se servit un autre armagnac et s'assit dans son fauteuil en cuir noir, le même où il avait vu Chloé danser pour la première fois sur les enregistrements de sécurité. Il ferma les yeux et essaya de se souvenir exactement de ce qu'il avait ressenti cette nuit-là, quand quelque chose dans sa poitrine s'était réveillé après des années d'hibernation. « Tu as merdé, Adrien », se dit-il à voix haute. « Tu as vraiment merdé. » Parce qu'il avait eu quelque chose de réel, d'authentique, quelque chose qui avait donné un sens à toute son existence parfaitement contrôlée. Et il l'avait détruit par peur. Peur du jugement, peur de perdre le contrôle, peur d'être vulnérable, peur de ressentir. Maintenant, il avait ce qu'il avait toujours cru vouloir, une vie sans complications, sans émotions dangereuses, sans risque, une vie parfaitement contrôlée et complètement vide. Quelque part dans le quartier d'Oberkampf, Chloé était aussi éveillée, fixant le plafond de son petit appartement, se demandant si la douleur cesserait un jour. Si un jour elle pourrait chanter « Ne me quitte pas » sans penser à lui. Si un jour elle pourrait se pardonner d'avoir aimé un homme qui n'avait pas eu le courage de l'aimer en retour. Tous deux fonctionnaient, tous deux survivaient, tous deux avaient appris à avancer dans la vie avec une blessure invisible qui refusait de cicatriser. Et tous deux savaient, bien qu'aucun ne l'admette, qu'ils avaient perdu quelque chose qu'ils ne retrouveraient peut-être jamais. L'orgueil les maintenait séparés, mais l'amour était toujours là, battant comme un cœur enterré qui refuse d'arrêter de pomper. C'était une nuit d'octobre particulièrement froide quand Adrien Chevalier se retrouva à marcher sans but dans les rues du quartier d'Oberkampf. Il était sorti d'un dîner d'affaires à la Défense avec l'intention de rentrer directement à son appartement, mais quelque chose, peut-être la nostalgie, peut-être une force invisible qu'il ne voulait pas nommer, l'avait poussé à congédier son chauffeur et à marcher sans destination dans ces rues pleines de vie nocturne. Ce n'était pas un hasard si ses pas l'avaient mené exactement dans ce quartier. Dans un coin de son esprit, il savait que Chloé travaillait dans ces rues, bien qu'il se soit consciemment interdit de la chercher. Mais ce soir-là, après 4 mois d'un vide qui le tuait à petit feu, son subconscient avait pris le dessus. Il marchait, les mains dans les poches de son manteau Burberry, observant les façades colorées des bars et des restaurants, quand il entendit une voix qui fit s'arrêter complètement son cœur. C'était elle. La voix venait d'un petit établissement appelé Le Coin Bohème, un bar aux murs de briques et aux lumières tamisées qui semblait exister depuis les années 60. À travers les fenêtres embuées, il put voir une silhouette féminine sur une petite scène, accompagnée seulement d'un guitariste âgé. Chloé chantait La Javanaise de Serge Gainsbourg,
mais son interprétation était complètement différente de tout ce qu'il avait entendu auparavant. Sa voix portait une profondeur de douleur qui traversait les murs et se plantait directement dans l'âme de quiconque l'écoutait. Adrien resta immobile sur le trottoir, incapable de bouger, incapable de respirer. C'était comme revoir pour la première fois la femme qui dansait dans les archives du cabinet, mais cette version était marquée par une mélancolie qu'il savait avoir contribué à créer. Sans prendre de décision consciente, il poussa la porte du bar. L'intérieur était chaleureux et enfumé, rempli d'étudiants, de bohèmes et de couples qui chuchotaient en écoutant la musique. Adrien se dirigea vers une table dans un coin sombre d'où il pouvait observer sans être vu. Chloé avait les yeux fermés en chantant, complètement perdue dans la musique. Elle avait perdu du poids, c'était évident, mais elle restait la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Ses cheveux tombaient en ondulations naturelles sur une simple robe noire, et quand elle ouvrait brièvement les yeux, Adrien put voir qu'il portait le genre de tristesse qui ne vient qu'après avoir aimé et perdu quelque chose de réel. Quand la chanson se termina, les applaudissements furent de chaleureux mais doux, comme il convenait à ce type d'ambiance intime. Chloé sourit et remercia, mais Adrien remarqua que le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Ce sera ma dernière chanson de la soirée », annonça-t-elle d'une voix douce. C'est une chanson qui... Elle s'arrêta un instant, comme si elle luttait contre quelque chose d'interne, qui signifie beaucoup pour moi. Elle commença à chanter « Ne me quitte pas », la même chanson qu'elle avait chantée cette première nuit où il l'avait découverte à travers les caméras de sécurité. Mais cette version était déchirante, pleine d'une vulnérabilité si crue que certains spectateurs se mirent à pleurer silencieusement. Adrien sentit que quelque chose se brisait définitivement à l'intérieur de sa poitrine. Quand elle eut terminé, le silence fut absolu pendant quelques secondes avant que le bar n'éclate en applaudissements sincères. Chloé remercia une fois de plus et descendit de la scène, se dirigeant vers le bar où Jacques, le guitariste, l'attendait déjà avec une bière. « Elle était belle cette dernière, ma petite », lui dit l'homme âgé en caressant sa guitare, « mais on sent que ça te fait mal de la chanter. »« Tout ce qui en vaut la peine fait un peu mal, Jacques, » répondit-elle en prenant une gorgée de sa bière. « Chloé ?» La voix d'Adrien la transperça comme un éclair. Elle se retourna lentement, et lorsque ses yeux rencontrèrent les siens, le temps s'arrêta complètement. « Non, » murmura-t-elle en secouant la tête. « Non, 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 tu ne peux pas être ici. Chloé, s'il te plaît. »« Non, » répéta-t-elle en se levant si brusquement qu'elle renversa une partie de sa bière. « Tu n'as pas le droit d'être ici. C'est mon endroit, ma vie, mon... S'il te plaît. » L'interrompit-il en s'approchant lentement comme si elle était un animal blessé prêt à fuir. « Donne-moi juste 5 minutes. Après, je pars et je ne te dérange plus jamais. » Chloé le regarda avec un mélange de douleur et de fureur qui lui brisa le cœur. Jacques observait la scène avec curiosité, sentant manifestement la tension électrique entre eux. « 5 minutes pourquoi? Pour que tu me brises à nouveau? Pour que tu me rappelles à quel point j'ai été stupide de croire que... Pour te demander pardon, la coupa-t-il, sa voix se brisant légèrement. Pour te dire que j'ai été le plus grand idiot du monde, pour te dire que je n'ai pas pu dormir une seule nuit sans penser à toi. » Le bar continuait de vivre autour d'eux. Mais pour eux deux, le monde s'était réduit à cet instant, à cette conversation, à cette chance qu'ils savaient ne pas mériter, mais dont il avait désespérément besoin. « Chloé, » poursuivit-il, et sa voix était complètement différente de celle de l'homme froid et contrôlé qu'il avait été. « Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment aimer sans contrôler. Je ne sais pas comment être vulnérable sans sentir que je vais me désintégrer. Mais avec toi, je veux apprendre. » Elle le regardait, des larmes s'accumulant dans ses yeux, luttant entre l'envie de le gifler et celle de le serrer dans ses bras. « Sais-tu ce que c'est de chanter tous les soirs en sentant que tu as un trou dans la poitrine ?» lui demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Sais-tu ce que c'est de se lever chaque jour en sachant que la seule personne qui t'ait vraiment vu, a choisi sa peur plutôt que toi? »« Je sais, » admit-il, et pour la première fois de sa vie, Adrien Chevalier se permit d'être complètement honnête en public. « Parce que j'ai aussi ce trou, et je me lève aussi chaque jour en sachant que j'avais quelque chose de réel entre les mains et que je l'ai détruit par lâcheté. » Il fit un pas de plus, conscient que chaque mouvement était crucial. « Chloé, je ne te demande pas d'oublier ce qui s'est passé. Je ne te demande pas de faire semblant que je ne t'ai pas blessé. Je te demande, je te supplie, de me donner une chance d'essayer d'être l'homme que tu mérites. L'homme qui défendra notre histoire au lieu de la cacher. L'homme qui sera fier de t'aimer. » Le mot « aimer » tomba entre eux comme une bombe. C'était la première fois que l'un d'eux le prononçait à voix haute. Chloé ferma les yeux
et Adrien put voir la bataille qui se livrait en elle. « Jacques, dit-elle finalement sans ouvrir les yeux, tu peux me remplacer pour le reste de la soirée ?» Le guitariste hocha la tête avec un sourire sage. « Bien sûr, ma petite, certains risques valent la peine d'être pris. » Chloé ouvrit les yeux et regarda directement Adrien. « Une chance, dit-elle d'une voix ferme. Une seule chance. Et si tu me fais encore du mal, je ne le ferai pas, promit-il. Et pour la première fois depuis des mois, il sentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. 1 heure plus tard, ils étaient dans l'appartement d'Adrien, mais l'atmosphère était complètement différente de celle de la nuit de la panne de courant. Cette fois, il n'y avait pas de barrières invisibles, pas de protocole professionnel, pas de peur des conséquences. Ils s'embrassèrent dans l'ascenseur lentement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ils s'embrassèrent sur le palier de son appartement, avec des années de tension sexuelle enfin libérées. Ils s'embrassèrent dans le salon, dans le couloir et finalement dans sa chambre, où pour la première fois ils se permirent d'être complètement vulnérables l'un envers l'autre. Faire l'amour ne fut pas seulement un acte physique, ce fut une conversation silencieuse de pardon, d'espoir, de 2 personnes qui avaient appris que le véritable amour n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir, malgré la peur. Quand ils s'endormirent enfin, enlacés dans le lit king-size d'Adrien, ils surent tous 2 qu'ils avaient franchi un point de non-retour. Cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Cette fois, ils avaient choisi le risque de l'amour plutôt que la sécurité de la solitude. Et pour la première fois depuis des mois, ils dormirent tous 2 profondément, sans cauchemar, sans vide, sans regret. Juste avec la certitude que, quoi qu'il arrive, ils avaient choisi d'essayer ensemble. 6 mois après cette nuit au coin bohème, Adrien Chevalier fit quelque chose que personne dans le monde juridique parisien n'attendait. Il convoqua une conférence de presse. La salle de réunion principale du cabinet Chevalier & Associés était remplie de journalistes spécialisés dans le secteur juridique, de représentants d'autres cabinets et de quelques clients importants. Tous se demandaient ce qui avait bien pu pousser l'avocat notoirement réservé à rechercher l'attention des médias. Chloé était assise au premier rang, vêtue d'un tailleur bleu marine qui lui donnait un air professionnel sans perdre son essence féminine. Au cours de ces 6 mois, elle était progressivement revenue dans le monde juridique, mais cette fois selon ses propres termes. Elle avait terminé ses études de droit avec mention et travaillait maintenant comme consultante indépendante spécialisée dans la médiation des conflits sociaux. « Bonjour », commença Adrien, debout derrière le pupitre avec une assurance qui incluait désormais quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, une vulnérabilité sincère. « Je vous ai convoqué aujourd'hui pour annoncer quelque chose qui représente non seulement une expansion de nos services, mais une transformation fondamentale de ma façon de concevoir la pratique du droit. » Il fit une pause, cherchant les yeux de Chloé dans la foule. Quand il les trouva, elle lui sourit avec ce mélange de fierté et d'amour qui le rassurait dans les moments les plus difficiles. « Pendant 15 ans, j'ai bâti ce cabinet sur le principe que gagner est tout, que la compassion était une faiblesse, que l'empathie n'avait pas sa place dans les tribunaux, et que le succès se mesurait uniquement en termes de victoires judiciaires et d'honoraires perçus. » Des murmures commencèrent à se propager dans la salle. Ce n'était pas l'Adrien Chevalier qu'il connaissait. « J'avais tort, poursuivit-il, sa voix plus ferme maintenant. Le droit ne devrait pas être seulement une question de gagner ou de perdre. Il devrait être question de justice, d'humanité, de trouver des solutions qui permettent à toutes les parties de conserver leur dignité. » Il se décala du pupitre, se rapprochant de son public. « C'est pourquoi, aujourd'hui, j'annonce la création de Chevalier en Dubois, médiation humaniste, une nouvelle division de notre cabinet qui se spécialisera dans la résolution alternative des litiges, avec une approche centrée sur le bien-être humain, plutôt que sur la confrontation juridique. » Le nom provoqua une agitation immédiate. Les journalistes se mirent à prendre des notes frénétiquement. Certains photographes tournèrent leurs objectifs vers Chloé et plusieurs de ses confrères échangèrent des regards surpris. La cofondatrice et directrice de cette nouvelle division sera maître Chloé Dubois, annonça-t-il en lui tendant la main. Une femme dont la vision, l'intelligence et la compassion ont transformé non seulement ma façon de pratiquer le droit, mais aussi ma façon de comprendre la vie. Chloé se leva et pendant un instant, le temps s'arrêta. C'était le même endroit où, des mois auparavant, elle avait été humiliée par des rumeurs et des commérages. Elle y revenait maintenant en tant que partenaire, en tant que professionnelle reconnue, en tant que femme qui avait choisi de risquer à nouveau. Certains d'entre vous se souviennent peut-être d'articles malveillants qui ont circulé
il y a quelques mois, poursuivit Adrien, sa voix prenant un ton plus sérieux. Des articles qui attaquaient injustement le caractère et les intentions de Maître Dubois. Je veux être absolument clair. Ces attaques étaient non seulement fausses, mais profondément injustes envers l'un des esprits juridiques les plus brillants que j'ai jamais connus. Il se tourna complètement vers Chloé, ignorant les caméras et les journalistes. Chloé Dubois n'a pas eu besoin d'utiliser de charme personnel pour arriver là où elle est aujourd'hui. Elle y est parvenue grâce à son intelligence, son travail acharné et une compréhension du droit qui va bien au-delà des codes et des statuts. Elle a compris quelque chose que j'ai mis 38 ans à comprendre, que derrière chaque dossier juridique, il y a des êtres humains réels, avec des histoires réelles, avec une douleur réelle. Les applaudissements commencèrent lentement, d'abord de quelques journalistes, puis s'étendirent à toute la salle. Chloé sentit des larmes monter à ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de réhabilitation, de reconnaissance, d'amour. La nouvelle division commencera ses activités le mois prochain, poursuivit Adrien une fois les applaudissements calmés. Nous travaillerons sur des cas de divorce, des conflits du travail, des litiges familiaux, et toute situation où nous pensons que la médiation humaniste peut obtenir de meilleurs résultats que la confrontation traditionnelle. Un journaliste leva la main. « Maître Chevalier, cela signifie-t-il que vous abandonnez la pratique juridique traditionnelle ?»« Non, répondit-il avec un sourire. Cela signifie que j'élargis ma définition de ce que signifie être avocat. Je continuerai à traiter des affaires qui requièrent un contentieux traditionnel, mais nous offrirons désormais des alternatives plus humaines lorsque cela sera approprié. » Une autre journaliste demanda « Quelle a été l'inspiration pour ce changement si radical ?» Adrien regarda directement Chloé avant de répondre. « L'inspiration a été de réaliser que j'avais construit une carrière réussie, mais une vie vide. C'était de comprendre que le vrai succès ne se mesure pas seulement en victoire judiciaire, mais dans l'impact positif que nous pouvons avoir sur la vie des gens. Et ce fut le privilège de travailler avec quelqu'un qui m'a montré que la force et la compassion ne sont pas opposées, mais complémentaires. » La conférence de presse se poursuivit pendant une autre demi-heure. Mais pour Chloé, les mots les plus importants avaient déjà été dits. Non seulement elle avait été publiquement réhabilitée, mais elle avait été reconnue comme la professionnelle compétente qu'elle avait toujours su être. Quand l'événement se termina enfin, et que la salle commença à se vider, Adrien s'approcha d'elle. « Qu'est-ce que ça fait d'être officiellement ma partenaire, Maître Dubois ?» lui demanda-t-il, avec ce sourire qui n'était désormais que pour elle. « C'est un sentiment de justice, » répondit-elle en lui prenant la main, sans se soucier des quelques journalistes encore présents. Les mois suivants furent un tourbillon de travail et de croissance. Chevalier en Dubois, médiation humaniste connut un succès immédiat. Les dossiers affluaient non seulement de France, mais de toute l'Europe, attirés par leur approche innovante qui combinait expertise juridique et profonde compréhension psychologique. Chloé découvrit qu'elle avait trouvé sa véritable vocation. Au lieu de chanter pour guérir les cœurs brisés, elle utilisait maintenant sa voix pour guérir des familles fracturées, des couples en crise et des travailleurs en conflit avec leurs employeurs. C'était une forme de musique différente, mais tout aussi puissante. Adrien, de son côté, découvrit qu'il pouvait réussir sans être cruel, être puissant sans être impitoyable. Sa réputation ne diminua pas, elle se transforma. Il était désormais connu non seulement comme un brillant avocat, mais aussi comme un professionnel intègre qui se souciait sincèrement de ses clients. Une nuit de décembre, exactement 1 an après leur retrouvaille au coin bohème, Adrien emmena Chloé dîner au restaurant L'Oiseau Blanc, avec vue sur la tour Eiffel. C'était près du parc où ils s'étaient promenés lors de l'un de leurs premiers week-ends en tant que couple officiel. « Tu sais quel jour on est ?» demanda-t-il en trinquant avec du vin rouge. « L'anniversaire de la nuit où tu as décidé de risquer ton cœur pour moi, » répondit-elle avec un sourire. « L'anniversaire de la nuit où j'ai enfin eu le courage de me battre pour ce qui comptait vraiment, » corrigea-t-il. Ils finirent de dîner en discutant de leurs projets pour l'année à venir, des dossiers qu'ils étaient impatients de prendre, de la possibilité d'ouvrir un bureau à Lyon. C'était la conversation de 2 personnes qui avaient construit non seulement un amour solide, mais aussi un partenariat professionnel réussi. Quand le dessert arriva, Adrien devint nerveux. Chloé le remarqua immédiatement. « Ça va? Tu as l'air... » « Chloé !» l'interrompit-il en se levant brusquement. Avant qu'elle ne puisse réagir, il s'était agenouillé à côté de sa chaise. Tout le restaurant se tut, les autres convives se retournant pour observer la scène. « Chloé Dubois !» commença-t-il. «
sa voix tremblant légèrement alors qu'il sortait une petite boîte en velours bleu de sa poche. « Il y a 2 ans, tu étais une assistante qui chantait dans les archives en pensant que personne ne la voyait. Aujourd'hui, tu es ma partenaire, mon égale, ma compagne de vie, et la femme qui m'a appris que le véritable amour n'est pas de perdre le contrôle, mais de partager le contrôle avec quelqu'un en qui tu as entièrement confiance. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague de fiançailles élégante mais non ostentatoire, avec un diamant entouré de petites émeraudes qui reflétaient la lumière des bougies. « Veux-tu m'épouser? Voudrais-tu construire le reste de notre vie ensemble, en tant que partenaires en tout ?» Chloé porta les mains à sa bouche, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. Pendant quelques secondes qui parurent une éternité, elle ne put que le regarder. Cet homme qui était passé de son patron inaccessible à la personne qui la connaissait le mieux au monde. « Oui », murmura-t-elle enfin. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Adrien lui passa la bague, se releva et l'embrassa tandis que tout le restaurant éclatait en applaudissements. C'était un baiser plein de promesses, d'avenir, d'une vie partagée où tous deux pourraient être complètement eux-mêmes. Quand ils se séparèrent, Chloé le regarda dans les yeux et vit non pas l'homme froid et contrôlé qu'elle avait connu 2 ans plus tôt, mais l'homme qui avait choisi la vulnérabilité plutôt que la sécurité, l'amour plutôt que la peur, le véritable partenariat plutôt que la domination. « Je t'aime, Adrien Chevalier », lui dit-elle, et sa voix portait toute la force d'une femme qui avait appris sa propre valeur. « Et je t'aime, Chloé Dubois », répondit-il, « ma partenaire, mon égale, ma future femme. » En cette parfaite nuit de décembre, avec Paris étendant ses lumières jusqu'à l'horizon en guise de témoins, 2 personnes qui avaient commencé comme patrons et employés se promirent une vie de partenaires égaux en amour, en travail et en rêve. L'homme qui avait toujours fui l'amour avait finalement choisi de le vivre pleinement. Et la femme qui s'était toujours sentie invisible était maintenant vue, aimée et reconnue pour exactement ce qu'elle était, extraordinaire.